Salut tout le monde, salut Catherine. Salut Balo, salut à toutes et à tous. Ballot, ça me va très bien comme ça. Mais non, je dis pas Blo. Je rigole. Petit débrief politique hebdomadaire. On voulait vous parler de deux sujets dans cette semaine à la riche actualité. On va vous parler des rumeurs, de la probabilité de plus en plus importante de censure du gouvernement et donc de chute de Michel Barnier. Mais d'abord, on voulait revenir sur le procès Mazan, le procès des viols de Mazan, qui continue, le procès continue d'avancer, les différents accusés ont été entendus, y compris Dominique Pénicaud, le principal accusé, le mari de Gisèle Pénicaud, la victime qui a été violée près de 200 fois en l'espace de 10 ans. D'ailleurs, Catherine en a fait un papier vendredi dans la newsletter quotidienne gratuite et absolument géniale, auquel vous devriez vous abonner. C'est une lame de fond qui continue d'interroger notre société, qui l'interroge sur finalement là où on en est, en gros, du ou des combats féministes. Comme on en parlait hier, je me permets de expliquer genre une discussion qu'on a eue hier avec Catherine qui m'a rappelé que parce que j'avais commencé à écrire un papier en disant voilà que ce qui fondait le combat féministe c'était la lutte pour l'égalité. Et Catherine m'a dit attention, c'est pas tout à fait vrai. Enfin, c'est en partie vrai, mais il y a aussi le combat premier, notamment en France, du féminisme, ça a été de celui de la récupération du corps des femmes, c'est-à-dire de dire, en fait, notre corps nous appartient, et notamment sur la question de l'avortement, et puis ensuite, dans les années 60, et puis ensuite sur la question du viol. En France, d'ailleurs, contrairement à d'autres pays, comme par exemple les pays anglo-saxons, où le combat féministe s'est structuré au début du XXe siècle autour des questions des suffragettes, du droit de vote et donc de l'égalité, notamment en droit. Nous, en France, c'est sur cette question du corps des femmes que ça s'est posé. Et là, finalement, c'est aussi cette question qui est posée par le procès des viols de Mazan. C'est comment est-ce que ces hommes qui sont accusés, qui sont, on le rappelle, de tout âge, de toute profession, de tout statut familial, il y a des pères, des hommes célibataires, que tu en vois là, qui dans une certaine mesure, et ça a été remarqué par beaucoup de gens qui ont suivi l'affaire, représente assez bien ce que sont que les hommes en France, dans leur diversité. Comment est-ce qu'ils considèrent le corps des femmes? Je le rappelle, ils ont violé une femme inerte, droguée à son insu. Donc ça interroge sur la question des fantasmes que ces hommes ont. Qu'est-ce que ça veut dire fantasmer sur le corps d'une femme à moitié morte? C'est quand même très intriguant. Moi, et je vais continuer sur ce que l'on n'a pas fait. Ce dont je voulais parler, mais c'était trop, comment on dit, frais. Après, je te laisserai la parole, Catherine, et pas assez structuré, mais je vais quand même vous en proposer une ébauche. C'est la question de où est-ce que se mène le combat. Et le combat, à mon sens, quand je regarde le combat féministe, je le vois se structurer beaucoup dans l'espace public, c'est-à-dire de dire la question de l'égalité, par exemple salariale, la question de l'égalité en droit, etc. Enfin, tout ça, ça structure notre espace public. Il y a la question aussi des agressions dans la rue. Tu vois, on peut pas accepter qu'une femme se fasse mettre une main aux fesses contre son gré par des inconnus, se fasse siffler, etc., etc. Le problème avec cette structuration, c'est qu'en fait, elle laisse des espaces d'ombre.
ces espaces d'ombre, c'est notamment tout ce qui se passe une fois qu'on a fermé la porte de son domicile. Ce qui se passe une fois qu'on a tiré les rideaux, on ne va pas installer des caméras de sécurité dans toutes les chambres à coucher. Or, je le rappelle, 50% des viols sont commis dans le cadre conjugal. Et donc, ça, c'est une interrogation. Comment est-ce que la justice fait pour aller chercher des crimes qui sont commis à l'intérieur d'un cocon intime? Et là où j'en parle, là où ça a un lien avec Mazan, c'est que en fait, c'est un peu les mêmes ressorts. C'est-à-dire que vous avez des hommes anonymes qui se rencontrent via un réseau social, via une plateforme qui s'appelait Coco, et qui viennent à l'intérieur d'une intimité qui est celle du domicile des Pellico, toujours dans un relatif anonymat, et qui viennent assouvir des désirs qui sont qui sont hyper répréhensibles et hautement condamnables, mais tout ça ça se fait pas au su et au vu de tout le monde. D'ailleurs, la plupart pour avoir lu les minutes du procès, la plupart avaient conscience en fait de cet anonymat, et le fait qu'ils aient été filmés à leur insu par Dominique Pellico a été pour eux un choc. C'est-à-dire ils ne savaient pas que ça serait rendu public. Et donc la question de ces perversions, et j'utilise le terme perversion au sens de vraiment hautement condamnable par un collectif, en l'occurrence la société, la question de ces perversions qui se translatent en fait de un espace public où avant, bon bah ok, on pouvait trousser les femmes n'importe où, les violer, et ça ne posait pas de problème. Aujourd'hui, on a décalé ça, et ils ont conscience en fait que ce qu'ils font est totalement criminel. Mais ils le cachent, ils se mettent dans la zone d'ombre qui est laissée par la société, et qui est nécessairement laissée par la société. Encore une fois, on ne va pas installer des caméras de vidéosurveillance à l'intérieur des foyers. Et donc, la conclusion que j'en tire, c'est que pour prévenir en fait ce type d'horreur dans notre société, il faut une évolution collective. Il faut qu'on avance collectivement pour que, il y ait des mécanismes de vigilance qui soient mis en place plus importants qu'ils ne le sont aujourd'hui, des mécanismes de vigilance collectifs. C'est-à-dire que là, vous avez des hommes, et c'est rappelé dans le papier de Catherine, qui sont arrivés, qui ont vu qui ont été convoqués par Dominique Pellico, ils s'étaient mis d'accord pour le rendez-vous, qui arrivent, qui quand même, il y a un malaise, et du coup repartent, et disent non, en fait, c'est pas pour moi ce truc. Ces hommes ne sont pas allés dénoncer à la police le système dont ils ont été les spectateurs non actifs, mais dont ils ont été quand même les spectateurs. Et ça pose une question. Ça pose la question de comment ça se fait qu'il n'y ait pas la vigilance dans leur tête qui disent en fait, c'est pas possible, il faut que j'aille dénoncer à la police ce truc absolument atroce. Donc, c'est à cet endroit-là, puis je vous raconte pas, il y a aussi les relations sociales autour du couple, etc. Enfin, il y a plein d'endroits de la société qui pourraient être mobilisés pour ne pas que ce type d'horreur, en fait, arrive à l'avenir. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un travail collectif. C'est pas uniquement du côté, c'est pas qu'à la justice, en fait, de résoudre ces problèmes-là, même si là, en l'occurrence, c'est très heureux, en fait, que la justice se saisisse de ces crimes. Mais c'est à cet endroit-là aussi que ça doit avancer, il me semble. Alors là, tu as dit plein de trucs qui mériteraient 1000 commentaires, donc je vais en faire quelques-uns. La première chose, c'est que c'est la distinction entre ce qui s'est passé en France notamment sur la question du combat féministe et ce qui s'est passé dans d'autres pays, notamment on a parlé de l'Angleterre et des États-Unis, dans lequel le combat pour l'égalité des femmes a pris la forme notamment de la revendication du droit de vote avec des suffragettes. Ça ne veut pas dire qu'en France il n'y avait pas, mais ça veut dire que c'était pas ça, c'était pas là que ça se jouait. Et je pense que quelqu'un comme Dominique Perrault, n'importe quoi, quelqu'un comme Michel Perrault, pardon, la grande historienne du féminisme, nous éclaire beaucoup sur le sujet. Et je pense que d'ailleurs son parcours à elle, certainement, a aidé à ce qu'elle perçoive ce qui s'est passé. La France, le mouvement ouvrier qui était puissant et structuré,
a considéré jusque dans les années 70, c'est Michel Pirot qui le rappelle, que le fait qu'un homme ne puisse pas gagner suffisamment d'argent pour nourrir sa famille et que sa femme doive travailler, c'était le signe de la paupérisation du monde ouvrier. C'est-à-dire que dans l'espace de la gauche et des syndicats, des partis, ce mouvement ouvrier du XXe siècle, en France, la question de l'égalité, de l'émancipation des femmes n'était pas première, et voire même elle était elle était incomprise. C'est-à-dire qu'en fait, que les femmes travaillent, ce n'était pas une émancipation, c'était lié à la paupérisation et à l'affaiblissement du statut des ouvriers. Donc il y a une question qui a mis de côté et qui a mal compris de façon structurelle la question de l'émancipation et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Bon, je ne vous fais pas de dessin sur ça, tout le monde sait qu'il y avait très peu de femmes, quelques-unes, mais très peu de femmes dans les organismes de direction, la vie des partis et des syndicats. C'est toujours le cas aujourd'hui. Ça reste, c'est pas toujours autant, mais ça reste, c'est vrai que quelqu'un a remarqué que la seule leader de parti qui se soit déplacée à Mazan, c'est Marine Tondelier. C'est la seule femme qui dirige un parti en France. Il n'y a aucun des hommes qui dirigent des partis en France qui a trouvé intéressant d'aller à Mazan, qui est quand même un événement considérable, c'est un événement planétaire. Mais dans les partis, ça n'a pas beaucoup intéressé. Sauf Marine Tondelier et chez les Verts. Donc la première chose que je voulais dire, c'était qu'il y a bien une question du rapport du féminisme et du mouvement ouvrier qui est particulier en France. Dans ces conditions, encore une fois, je ne suis pas en train de dire que tout a commencé dans les années 70, mais le poids de l'idée qu'on va émanciper la classe ouvrière, qu'on va aller vers le socialisme et qu'après l'égalité entre les femmes et les hommes sera acquise, c'est pas qu'on l'a refusée, c'est qu'elle était rejetée à plus tard, subordonnée à un autre combat, et parfois, comme je viens de le rappeler, et que le raconte très bien Michel Perrault, carrément à la masse, quoi. Donc dans les années 70, ce combat qui va être le combat pour l'égalité, c'est pas que ce n'est pas un combat pour la réappropriation du corps, c'est que le combat pour l'égalité va s'ancrer et va se construire dans la question de mon corps m'appartient, je ne suis pas inféodée à la maternité, je peux avoir des enfants ou ne pas avoir des enfants, donc c'est la question d'avortement, c'est la question de la contraception et c'est la question de l'affirmation de son autonomie. Et donc, c'est pas que ce sont deux combats différents, c'est que celui qui va déclencher le combat, qui va enclencher et porter le combat pour l'égalité dans tous les domaines, va s'ancrer et s'originer dans le combat pour la maîtrise de son corps. Et voilà. Donc ce n'est pas deux combats différents, c'est le même combat qui va prendre en France cette dimension-là et qu'on retrouve aujourd'hui encore. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir une articulation constante entre l'émancipation individuelle qui passe par la maîtrise du corps et l'égalité sociale. La troisième chose que je veux dire, c'est que oui, la justice a quelque chose à dire. Elle a à dire la norme. Et en 1982, seulement en France est reconnu le viol à l'intérieur du couple. C'est-à-dire que jusque-là, ça n'existait pas. C'est-à-dire que oui, se battre pour les normes, c'est un combat qui a à voir avec l'intime. Ce n'est pas un combat qui est simplement de l'ordre du social et du normatif extérieur à la vie de couple, extérieur aux individus. J'ai fait aussi cette semaine, c'était la semaine, on fait une newsletter spéciale meuf là aujourd'hui, mais on a fait une semaine où on a commencé par rendre compte de l'étude sur les pratiques sexuelles des Français. Et on voit bien que même au cœur de la sexualité, on reste des individus sociaux. C'est-à-dire qu'on ne fait pas l'amour aujourd'hui de la même manière qu'au début du XXe siècle et probablement qu'au XVIIe et au VIIIe siècle. Donc les choses sont fabriquées par la société, par ses normes, par ses pratiques, par les images qu'elle véhicule, par les chansons que nous chantons, etc., etc. Et que donc, oui, la justice, en
en reconnaissant le viol à l'intérieur du couple, elle n'est pas extérieure. C'est en ce sens que je n'étais pas d'accord avec toi hier. C'est que ce ne sont, de la même manière que l'intime a à voir avec le combat pour l'égalité en pleine et entière dans tous les domaines, le combat pour la norme dans la justice a à voir avec le combat sur l'intime. Et enfin, dernière chose, c'est vrai que je pense que le procès Mazan marque une date forte parce que cette fois-ci, ce dont il a été question, c'est de ce que c'est qu'être un homme. C'est-à-dire comment on se fabrique, comment on devient un homme, et tous les hommes. C'est-à-dire, évidemment, il est hors de question de penser que tous les hommes sont des violeurs, même des violeurs potentiels, même qu'ils pourraient, dans d'autres circonstances, etc., devenir... Moi, je ne le crois pas du tout, ça. Voilà, on a eu cette discussion par hasard aussi cette semaine sur qu'est-ce qu'on aurait fait en 39-45. Je ne crois pas du tout que tout le monde puisse devenir un salaud qui file à la Gestapo ses voisins. Ça, je ne le crois pas. Je pense qu'il y a des valeurs qui sont très profondes, qui nous structurent et qui sont nos choix de vie. Je suis sartrienne pour toujours. Mais nous sommes, tous les hommes et toutes les femmes ont été formés dans un moule, dans une histoire, je l'ai dit pour la sexualité, mais dans une histoire qui nous raconte tous ce que c'est qu'être un homme et qu'être une femme. Alors là, je fais un dernier... Et donc ça, je te laisse rebondir, après je veux dire un tout petit truc sur 2 films que j'ai vus qui m'ont paru extrêmement intéressants de ce point de vue. Et donc, là, pour la première fois, eh bien, ça a été une interrogation des hommes sur la culture, la formation qu'ils ont reçue. Alors on a vu, il y a eu quelques textes, pas beaucoup, il y en a eu 2, je crois, tribune collective d'hommes qui disent, voilà, cette question-là nous interpelle, nous, en tant qu'individus, en tant qu'hommes, sur ce que nous sommes. C'est un début, ça fait longtemps qu'on l'attend. Ça fait longtemps que les féministes attendent que les hommes considèrent que c'est leur affaire. Pas simplement qu'ils sont solidaires des femmes, c'est que c'est leur affaire. Cette histoire de la domination masculine, ça les intoxique eux. C'est aussi à eux de faire ce travail, c'est aussi à eux de se déconstruire. On s'est beaucoup marré sur ce terme, se déconstruire, mais c'est ça le sujet. Le sujet, c'est d'arriver à déconstruire cette culture qui nous a fait hommes et femmes, et en particulier les hommes, dominants, et que l'on voit se perpétuer de façon massive dans la société. Et on a super envie que même les hommes politiques se posent cette question sur leur propre pratique politique. Et c'est tout à fait juste parce que quand tu regardes, par exemple, les gens qui applaudissent Gisèle Pénicaud lorsqu'elle arrive au tribunal, c'est composé uniquement presque de femmes. C'est des femmes qui l'applaudissent et tu viens de dire quelque chose aussi de très juste, c'est-à-dire que les personnalités politiques de premier plan qui prennent la parole sur le procès Pénicaud et qui essayent d'en tirer des enseignements, de comprendre ce qui se passe, etc., ce sont ultra majoritairement des femmes. Les hommes politiques sont excessivement laconiques dans leurs commentaires. En dehors de Glucksmann, moi j'en connais pas. Enfin, oui. Franchement, je ne sais. Il y a quelques tweets en disant voilà de l'ennemi. Mais c'est vrai que les femmes, à commencer par exemple par Clémentine Autain ou d'autres, Sandrine Rousseau, exactement. Elle développe en fait des pensées sur le sujet. Moi, j'aimerais juste faire une toute petite parenthèse sur la place des hommes, parce que c'est tout à fait juste ce que tu dis. Et en même temps, moi, le seul endroit où je suis gêné, c'est... je sais que les hommes ont une place importante à avoir dans le combat féministe, et pas uniquement en termes de solidarité. J'ai juste un problème, c'est en fait à partir de quel moment tu ne prends pas la place de la femme, c'est-à-dire de la première concernée. C'est-à-dire que c'est aussi au bout d'un moment, tu vas aux hommes de dire bon, en fait, il y a des
et ça vaut pour tout type d'identité, tu vois. Mais t'es là, genre, en fait, pourquoi est-ce que ce serait des hétérosexuels qui devraient aussi endosser le combat pour l'égalité des droits des homosexuels, tu vois. Et pourquoi est-ce que ce serait les hommes qui devraient prendre la parole sur des combats qui sont des combats féministes, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a aussi une juste place à trouver, qui n'est pas forcément évidente, surtout dans le cadre, dans le cas du combat féministe, puisqu'il y a une inégalité de fait qui est induite par des siècles et des millénaires de domination masculine. Et donc, nous sommes le produit de cette histoire. Notre société est toujours structurée par la domination de l'homme sur la femme, quoi qu'on en dise, et malgré les évolutions récentes, on parle de dizaines d'années, qui ont permis aux femmes d'avoir notamment l'égalité relative en droit, etc. Elle n'est pas relative. Elle n'est pas relative. En droit, elle n'est pas relative. En droit, elle n'est pas relative. Mais justement, en fait, on a ça, c'est une donnée, mais il y a toujours structurellement une domination des hommes sur les femmes. Et donc se dire que on va, dans le cadre de ces combats féministes, on va donner une place, il faut trouver une place pour les hommes, où il faut que les hommes prennent leur place, mais au détriment de qui? C'est-à-dire que, moi par exemple, le fait qu'il n'y ait que des paroles de femmes sur le procès Pellico, à la fois ça m'interroge et je me dis merde, genre c'est vrai que les hommes devraient aussi se poser la question, et à la fois je me dis bon bah il y a des combats en fait qui sont endossés par certaines personnalités qui sont des femmes, et c'est tant mieux aussi que sur certains sujets elles occupent tout l'espace politique et médiatique, en gros, qui leur est permis d'utiliser. Voilà, c'est dialectique. Je sais que c'est pas parfait comme raisonnement, etc. Et j'ai pas de réponse à la juste place des hommes dans le combat féministe. Mais c'est vrai que parfois, j'ai déjà entendu des femmes féministes dire à des hommes qui voulaient prendre la parole de façon aussi très autocritique, etc. En fait, ta gueule, c'est pas ta place, c'est pas à toi de parler. Ça, moi, je ne l'ai pas entendu, ce que j'ai très entendu dans le mouvement féministe, mais qui se pose aussi sur les combats, sur la question du racisme. Hein, on a les mêmes interrogations. Il y a des groupes féministes non mixtes où les femmes construisent leurs paroles et leurs combats sans les hommes. Mais là, en l'occurrence, ce dont il est question à Mazan, et je pense que c'est particulièrement éloquent, c'est qu'à Mazan, dont il est question, c'est d'une cinquantaine d'hommes qui sont absolument de toute profession, de tous âges, de toute situation. Encore une fois, 37 sur 50 sont pères de famille et vivent en couple. Enfin bref, on a une espèce de coupe dans la société de tout type d'hommes. Et que ce qui est en cause, c'est ces hommes, ce groupe d'hommes, en quoi il est représentatif d'une question qui ne dit pas que tous les hommes sont des violeurs, mais que ça raconte l'histoire de la formation des hommes. Donc je ne comprends pas, moi, que des hommes ne se posent pas la question de en quoi ça leur parle à leur histoire, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils vivent, ce qu'ils rêvent. Ça concerne les hommes. Cette histoire-là concerne les hommes. Voilà, pour moi, c'est incompréhensible que ça ne s'étende pas. Et c'est vrai que je trouve ça très choquant. À la fois, ce que j'écris dans le papier, c'est que les femmes viennent parce qu'elles remercient Madame Pellico de son courage, de sa dignité, des décisions qu'elle a pu prendre pendant son procès, et elles viennent parce qu'elles savent parce qu'elles ont vécu. Il n'y a pas de femmes qui ne savent pas ce dont parle Madame Pellico, aucune. Donc elles connaissent intimement. Mais le fait qu'il n'y ait pas d'hommes qui se disent le combat que mène cette femme, c'est un combat pour la dignité de tous, y compris parce que c'est d'une indignité incroyable ce qu'ont fait ces hommes. Et que donc ce qu'elle mène comme combat, c'est bien sûr le combat pour sa propre dignité. Elle, Madame Pellico, qui conservera son nom, c'est le combat pour la dignité des femmes, mais c'est le combat pour la dignité humaine. Ce qui s'est passé est indigne, humainement. Et donc que les hommes ne s'en emparent pas, pour moi, c'est pas possible, quoi. C'est que à la fois je note que c'est la première fois que la question vient, je note aussi que c'est un premier pas, un tout petit premier pas.
tu voulais parler des films, je vais te lancer Ouais. sur le sujet et le relier en disant que on a commencé par parler de très rapidement, très brièvement et peut-être un peu schématiquement de l'histoire des féminismes qui continue en fait de muter. Beaucoup d'historiennes et d'historiens sur la question du féminisme. Voilà, il y a plusieurs moments. Un des derniers moments, c'est le moment MeToo, où vraiment il y a eu, ça a refaçonné en fait, ça reconfigure en partie notre société. Et nous, on voulait parler d'une autre chose, et c'est à l'aune des deux films que tu as vus, moi j'en ai vu qu'un des deux, c'est une nouvelle façon en fait d'être féministe qui est portée notamment par les personnages de femmes féministes puissantes des films Anora de Sean Baker qui a gagné la Palme d'Or et qui je vais raconter l'histoire parce que celui-là, je l'ai vu. C'est l'histoire d'une jeune femme qui fait du lap dance, mais qui est aussi une travailleuse du sexe. Et Ce qu'on appelle une prostituée. Une prostituée, et qui rencontre un jeune homme d'origine russe, très 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 riche. Ils vont avoir une relation qui va à la fois tumultueuse et en amourée, qui va aboutir à une espèce de mariage. Et on voit cette femme, donc, qui est, que d'aucuns pourraient dire d'une très grande vulgarité, qui s'affirme en tant qu'objet. C'est ça qui est assez intéressant. D'ailleurs, à un moment, elle le signifie même avec ses mots et elle n'a pas peur en fait de le dire. Et on va la suivre et en vérité, on comprend très rapidement qu'elle est beaucoup plus intelligente que ce que le regard d'une société un peu pauvre pourrait porter sur elle. C'est-à-dire que le premier regard, c'est con, celle-là, enfin, c'est qu'un bout de viande. Et ça. En fait, non, pas du tout. En fait, elle a, comme beaucoup de gens, une profondeur et une épaisseur, une puissance. On va même émettre l'hypothèse que comme tout le monde. Comme tout le monde, exactement. Pas comme beaucoup. Ah oui, pas comme beaucoup, t'as raison. Je voulais dire comme tout le monde. Mais mon lapsus est intéressant et traduit sûrement un biais problématique. Et donc, elle m'a rappelé ce personnage qui est pas un personnage, qui est cette personnalité que je trouve extraordinaire d'intelligence et qui a émergé il y a quelques années sur la scène française, qui était Zaya. Zaya, qui a participé à un film, notamment, moi qui m'avait beaucoup interloqué, qui s'appelait Une fille facile. Et Zaya, c'est aussi cette femme, en fait, qui assume en fait qui propose une vision du féminisme qui n'est pas le féminisme de Delphine Seyrig et de Simone de Beauvoir. En fait, ou plutôt ça en est une transformation, une évolution. Parce que, voilà, à une époque, on en parlait avec Catherine cette semaine, c'était des femmes qui parlaient bien, qui étaient qui avaient un niveau de langage très élaboré. Enfin, Delphine Seyrig, c'est extraordinaire encore aujourd'hui que d'entendre ces enregistrements lorsqu'elle parle des questions d'avortement ou des questions féministes en général. Et là, tout d'un coup, on a Zaya, où cette jeune femme du film Anora, ce personnage du film Anora, qui ont une autre façon de proposer un féminisme qui vient, moi je le pense, percuter ce féminisme d'avant. Et d'ailleurs, je pense que ces deux féminismes peuvent continuer d'exister ensemble, et d'ailleurs qu'ils ne sont qu'un seul féminisme, qui portent en fait le même type de revendication qui est lié à la question qu'on posait au départ, la réappropriation par les femmes de leur propre corps. Et de dire en fait c'est mon corps, j'en fais ce que je veux, et je l'assume en tant que... j'assume mon corps en tant que tel. Alors moi j'ai vu donc Anora, la Palme d'Or dont vient de parler
Pablo, et j'ai vu également Diamant Brut, qui est Agathe Riedinger, voilà, la réalisatrice. la réalisatrice, et qui est l'histoire d'une jeune fille à Fréjus qui a 19 ans et qui est d'un milieu très populaire et qui pense réussir sa vie en devenant une star de la télé-réalité. Et donc dans ces deux films, on voit deux jeunes femmes d'aujourd'hui endosser complètement les codes d'une féminité hyper sexualisée et d'en faire des armes de guerre. Des armes de guerre pas contre les hommes, hein, mais des armes de guerre pour gagner la vie, pour se battre dans la vie. Et moi, ce qui m'a intéressée, c'est que ce sont des femmes qui sont très puissantes, l'une et l'autre, comme tu l'as dit, intéressantes, intelligentes, qui se démerdent très bien dans l'existence, qui savent où elles vont, qui ont du cap. Et ça, c'est très troublant parce que moi, je ne rends pas complètement les armes. Hein, c'est-à-dire que je vois ce qu'elles font, je vois leur manière, les armes qu'elles utilisent pour se battre et pour s'émanciper, devenir des femmes libres et devenir des femmes, tout simplement. Et en même temps, le problème par rapport au premier féminisme, je dirais celui de ma génération, enfin, je viens après Delphine Seyrig. Non, j'ai pas l'âge de Delphine. Non, mais je veux dire, les femmes qui, le mouvement dont on a parlé, qui est celui des années 60-70, moi je suis l'enfant de ça, c'est un mouvement aussi qui veut s'émanciper de la norme masculine. C'est-à-dire qui veut aussi qui décide et je me présente à vous comme je suis, c'est-à-dire que je me maquille très peu, je ne porte pas de bijoux, je ne me colore pas les cheveux, je décide d'être ce que je suis. Je suis un peu ronde, de temps en temps je me dis ça m'emmerde, j'aimerais bien maigrir, mais en fait c'est pas si grave. Ce que je veux dire, c'est que j'emmerde un peu la norme. Et je ne vais pas me mettre à avoir des ongles qui m'empêchent de taper sur mon ordinateur, je ne vais pas me refaire des lèvres qui me font un bec de canard, je ne vais pas me mettre des pommettes comme ça, je ne vais pas me mettre des fesses grosses et des seins. De toute façon, sur ce problème-là, je n'ai pas de problème. Tu les as. Je les ai naturellement. Donc, je n'accepte pas cette normalisation du corps, je n'accepte pas qu'on transforme le corps des femmes en un corps totalement artificiel fabriqué par Barbie et ses poupées en silicone. Je n'ai pas envie de ça. Et je trouve que le mouvement féministe, il a aussi envoyé chier tout ça. C'est-à-dire qu'il permet aux femmes d'avoir un corps qui n'est pas complètement normé, que ce soit filiforme ou super plantureux. C'est pas possible. Quand on dit la mode, c'est d'avoir des petits seins ou des gros seins, je trouve ça ridicule. Les femmes, elles ne peuvent pas choisir d'avoir, elles ont les seins qu'elles ont. Il n'y a pas de mode. Et donc, cette normalisation, cet enfermement que portent ces femmes-là aussi en acceptant de s'y conformer et de jouer avec, mais ce que je vois aussi, c'est comment elles vont essayer de prendre le pouvoir et de le contourner. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est pas que... D'abord, ce qui m'intéresse, c'est de voir que ça me pose problème. C'est de voir que ça me percute. C'est que je suis en empathie avec elles, et pourtant, ce qu'elles font m'est totalement étranger, voire me fait chier, quoi. Voire, j'ai pas envie de ça, franchement, quoi. Et donc, c'est comment on fait pour que, comme tu dis, ça raccorde. Et je ne suis pas non plus totalement d'accord, par exemple, avec la solution qui est proposée par Sandrine Rousseau, qui est de dire que chacun fasse ce qu'il veut et que chacune s'habille comme elle veut. Et puis si tu as envie de mettre un voile sur ta tête, tu mets un voile sur ta tête. Si tu veux mettre une jupe courte, tu mets une jupe courte, etc. La proposition de Sandrine, c'est foutez-nous la paix, on fait ce qu'on veut. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. C'est-à-dire, je ne considère pas que c'est complètement indifférent pour moi, ces questions-là. Je ne vais pas rentrer sur une discussion sur le voile, ça nous emmènerait encore sur un autre débat. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que les combats que nous menons, les combats féministes qui ont été ceux des années 70, 80, 90, sont percutés par une nouvelle façon d'être féministe et je ne peux pas ne pas le voir. Et dans le dernier débrief, j'avais parlé de la question du rapport au salariat dans lequel je vois bien qu'il y a quelque chose que la nouvelle génération percute. Donc je pense qu'il importe de regarder comment la nouvelle génération se prend
les contradictions d'un moment, fabrique ses armes et comment on va pas la laisser juste dire bah, tu veux être une bimbo, t'es une bimbo, ma fille, c'est ton problème, c'est toi que ça regarde. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je suis pour qu'il y ait de la relation et pas juste du respect pour chacun fait ce qu'il veut, quoi. Voilà. Voilà, c'est ça que je voulais dire à propos de ces deux films qui, encore une fois, présentent des images de femmes. Dernier tout petit mot, elles présentent des images de femmes très intéressantes, mais elles présentent aussi des images d'hommes qui sont des seconds rôles que j'ai trouvé vraiment intéressants aussi. Dans les deux films, il y a deux hommes qui aiment ces femmes. Alors pas le russe, c'est un autre qui accompagne cette fille dans le film Anora et puis dans Diamant Brut. Il y a deux hommes qui aiment ces femmes, qui les regardent et qui les voient et qui les aiment pour leur force, qui les aiment pas pour simplement parce qu'elles se conforment à une plastique qui les fait rêver, qui les aiment parce qu'elles sont puissantes et qu'elles se battent. Et ça, j'ai trouvé que dans ces deux films-là, tiens, il y a une image masculine nouvelle qui émerge et qui m'intéresse. Là où tu as raison, c'est que il s'avère qu'il y a quelque chose de très générationnel dans les revendications de on va faire ces que ça, femmes. là, aujourd'hui, on va faire que ça, on débriefe. Non, alors, je fais vraiment très rapidement, mais il y a quelque chose de générationnel et la puissance, en fait, qui est proposée par les jeunes femmes, on va dire, qui ont aujourd'hui la vingtaine, qui terminent l'adolescence et qui rentrent dans la vingtaine, est particulièrement sonore. On l'entend, elle se voit. Et le risque, c'est que si jamais elle rentre en opposition, en fait, avec les féministes d'une autre génération, eh bien, en fait, elle les renverse. Et s'il n'y a pas de transmission, notamment dans la façon dont les luttes se sont menées, etc., il peut y avoir un problème, un crissement. Après, moi, je suis pas du tout d'accord avec toi sur la question de les pommettes, les machins. Enfin, moi, c'est pas chacun fait ce qu'il veut. C'est que, en vérité, je pense que les canons sont les canons de beauté, par exemple, puisque c'est de ça dont on parle. Les canons physiques sont différents en fonction des groupes auxquels on s'adresse. Et moi, je comprends tout à fait que dans certains groupes, toi, tu te trouves belle en te regardant dans la glace, sans maquillage, avec les cheveux courts, non colorés, enfin, comme tu t'es décrite tout à l'heure. J'ai pas appris ce mot que je me trouvais belle. Comment ? Si tu remarqueras bien que je n'ai pas dit, je me trouve belle comme. Non, j'ai pas dit ça. Mais parce que je pense que... Je ne veux pas qu'on m'impose de. Non, c'est totalement différent. Exactement. Mais je ne pense pas, en fait, que... C'est ma liberté. Mais je suis complètement d'accord, mais... Il s'avère que c'est aussi la liberté de certaines personnes, femmes ou hommes d'ailleurs, de vouloir ressembler à Barbie. Tu vois, j'entends bien. Au film Barbie. Et je le comprends en réalité. Genre, certains veulent ressembler à Barbie, il y a des hommes qui veulent ressembler à Ken, il y en a d'autres qui veulent ressembler à, je sais pas moi, Delphine Seyrig, il y a d'autres qui veulent avoir des poils sous les bras, ou pas de poils sous les bras, ou une moustache, ou pas de moustache, ou se refaire le visage et se conformer. Moi, honnêtement, je comprends en fait. C'est-à-dire que on n'est pas tous attirés par les mêmes choses lorsqu'on se regarde dans la glace ou lorsqu'on regarde quelqu'un pour qui on a du désir. Voilà. Et cette multiplicité, alors, et c'est là que je rejoins un peu Sandrine Rousseau, c'est-à-dire, genre, chacun fait ce qu'il veut. Après, je sais aussi que c'est le produit d'une histoire, c'est le produit de rapports sociaux, c'est le produit d'une structure de la société qui est particulière. Et le capitalisme à avoir là-dedans, tu parlais de Barbie, j'imagine que c'est à dessein, c'est-à-dire que une partie de la société capitaliste fait aussi des propositions de canon en mettant, en une de Vogue, des femmes toutes maigres, en mettant des Barbies qui sont toutes les mêmes, toujours le même modèle, pas de hanches, pas de machin. Bon, voilà, il faut en avoir conscience. Mais en vérité, toi aussi, dans tes revendications, tu es pétri, en fait, par ces structures. Et tu choisis de t'en émanciper en allant dans un certain sens. D'autres choisissent de s'en émanciper en mettant des hauts talons et en mangeant que de la salade. Et en se mettant du silicone sur les pommettes. C'est-à-dire, chacun fait des choix. Ce qu'il faut, c'est
accepter, c'est voir, et c'est là que c'est intéressant ce que tu disais quand tu parlais de ces deux films, il faut accepter de voir la puissance là où elle est. Et la puissance, elle n'est pas toujours au même endroit, en fait. Elle se situe pas, l'émancipation, ça va pas toujours dans le même sens. Et il faut accepter que ces forces soient parfois un peu centripètes, mais, comme tu l'as dit, au bout d'un moment, il faut qu'elles se raccordent. Non, moi je crois je n'ai pas l'illusion qu'on se fabrique son goût ou ses critères de beauté indépendamment d'une époque et d'un pays, d'un lieu et d'une classe sociale, etc. Évidemment. Ce qui m'importe, c'est quand même la question de l'émancipation, c'est-à-dire en fait la question de la possibilité de choisir. Et je pense que les normes qui s'imposent au corps des femmes, qui sont pas, il n'y en a pas qu'un, hein, parce qu'on peut choisir d'avoir des fesses comme Kim Kardashian ou d'être maigre comme un clou. Il y a plusieurs, tu as le choix entre les deux, mais en fait, tu n'as pas le choix d'être comme tu es. Tu vois, c'est-à-dire que on t'impose, c'est extrêmement normatif, et c'est normatif dans un certain sens qui est, dans les deux cas, d'être pour le désir des hommes. C'est quand même ça que je veux dire en disant, c'est pour ça que je ne peux pas regarder ça sans esprit critique. Encore une fois, je vois l'intérêt de ces femmes, de leur caractère et de leur audace, d'une certaine manière, de leur volonté. Donc je les aime, et en même temps, nom de Dieu, quoi. Je veux dire, c'est pas possible que la seule possibilité d'être, c'est d'être un objet consommable. Ça, moi, je peux pas dire que ce soit... Conclusion de cette partie. Ouais, stop. Soyons toutes des lesbiennes. Oh, je sais pas. Non, c'est sûrement une des possibilités. C'est une des possibilités. Qui était plus que difficile. Qui n'est plus que difficile. Moi, je peux, mais toi, c'est plus dur. Mais j'ouvrais cette possibilité dans la newsletter de lundi. Exactement. J'en parlais lundi. Oui, lundi, je disais que c'est une question que se posent les jeunes femmes d'aujourd'hui. 35%, je parlais de ça dans la newsletter, 35% des femmes de moins de 35 ans ne se déclarent pas hétérosexuelles. Ça ne veut pas dire qu'elles ont des pratiques homosexuelles, c'est aller au-delà de ce qu'elles disent, mais en tout cas, elles ne se déclarent pas hétérosexuelles. Et dans ma pratique, ce que je vois autour de moi, c'est des femmes qui se posent cette question devant une insatisfaction de leur relation avec les hommes, de s'ouvrir à un autre continent qui est finalement allez vous faire foutre, vous me cassez les pieds, je regarde dans une autre direction. Deuxième sujet qu'on voulait aborder, la censure probable, potentielle de notre gouvernement. Il y a eu des petits bougés récemment, notamment de la part du Rassemblement national. Alors, a priori, la stratégie du Rassemblement national, qui est assez cocasse, et ce serait de faire tomber le gouvernement avant Noël, au moment d'un... Il se dit que, voilà, c'est ça. Non, mais c'est ça. C'est pas nos déductions à nous. Hein, c'est que voilà, ce qui nous a été rapporté au gré de nos rencontres sur des magnifiques plateaux télé, c'est qu'une des stratégies qui commence à s'élaborer du côté du RN, c'est de court-circuiter la justice et la possible inéligibilité de Marine Le Pen pour essayer de pousser vers une élection présidentielle avant le jugement, c'est-à-dire avant qu'elle soit rendue inéligible. Alors pour expliciter un peu ce que vient de dire Catherine, c'est faire tomber le gouvernement à la fin du mois de décembre et ensuite empêcher Emmanuel Macron de nommer quiconque au poste de Premier ministre, donc de précipiter une crise politique dans les premiers mois de 2025 qui pousserait logiquement, selon eux, Emmanuel Macron à convoquer une élection présidentielle avant le renvoi du jugement de Marine Le Pen. Comme ça, elle se fait élire et elle a l'immunité présidentielle et donc elle ne peut pas être inéligible. Bon, je trouve ça un peu cocasse comme stratégie et façon d'envisager les choses, mais en vérité, c'est la crise politique, je pense que elle n'est pas à venir, on est déjà dedans. Là, il y a des blocages en fait à tous les niveaux. Je veux dire, tout le monde part complètement en sucette. Il y a plus de les différents pôles. Ça, c'est assez intéressant. On avait 3 pôles, soi-disant. On avait une tripartition de l'échiquier politique avec le RN, le Bloc central et puis la gauche et le nouveau Front populaire.
franchement, aujourd'hui, on n'a même plus 3 pôles. Enfin, je veux dire, tu prends le socle commun, entre guillemets, c'est-à-dire le bloc central, bon, il ressemble vraiment plus à un bloc. Tout le monde se tire dans les pattes. Ils passent leur temps, alors le MoDem passe son temps à voter les amendements de la gauche. Gabriel Attal, Édouard Philippe, etc. font des conférences de presse pour expliquer que les LR sont des menteurs. Les LR défoncent tout le bilan d'Emmanuel Macron en disant c'est à cause d'eux qu'on est vraiment dans la mouise aujourd'hui. Donc ça, c'est du côté du bloc central, donc ça ressemble à rien. Du côté de la gauche, ça aussi, ça tire hein, dans tous les sens. On a le Parti communiste, et notamment par la voix de Fabien Roussel, son secrétaire national, qui dit nous, de toute façon, on n'a plus rien à faire avec le nouveau Front populaire. J'ai envie de me présenter tout seul à l'élection présidentielle. Et d'ailleurs, s'il y a une prochaine élection, moi, je ne le ferai pas en accord avec le reste de la gauche. La France insoumise, je renvoie au papier du numéro de Politis cette semaine, veut présenter des candidats dans énormément de villes. Alors, il s'avère que ce sont tous dans la carte qui est donnée par Politis, ce sont des villes de gauche. Ils visent que des villes de gauche et des villes écolos, pour prendre le pouvoir et enfin avoir des maires insoumis qu'aujourd'hui ils n'ont pas, à part quelques maires de villages. Donc on se dit bon là, quid du nouveau Front populaire pour la France insoumise? Est-ce qu'ils ont fait une croix dessus et qu'ils veulent partir à l'assaut des villes tout seuls? Le Parti socialiste, j'en parle même pas. Il y a déjà toute une partie du Parti socialiste qui a dit genre stop, on n'en veut plus du nouveau Front populaire parce qu'il y a la France insoumise dedans et ils sont vraiment horrible. Donc vraiment, on voit à l'œuvre, voilà, toutes ces forces en fait qui vont chacun dans leur coin, etc. Il n'y a plus tellement de cohésion à l'intérieur de groupes qu'auparavant on avait identifié. Donc c'est vrai que on ne voit pas trop comment on échapperait en fait à enfin avoir, ou plutôt à nouveau avoir un débat qui soit structuré autour des problématiques importantes qui fondent notre nation et qui doivent fonder notre politique, qu'on avait un peu évacué en 2022 parce qu'il y avait la guerre en Ukraine et qu'Emmanuel Macron avait décidé de ne pas faire de campagne, donc de ne pas nous dire ce qu'il allait faire de la France, etc., parce qu'il était chef des armées, blablabla. Là, c'est vrai qu'on se dit que ce serait bien qu'on puisse enfin avoir ce débat sur où va la France et que chacun se positionne avec son projet singulier pour nous dire, redonner un peu de cohérence à cet ensemble qui est très divers, on va dire. Je pense que l'hypothèse qu'on aille vers une crise politique majeure qui débouche vers la démission d'Emmanuel Macron se consolide. On voit ce que tu viens de raconter sur l'éclatement du socle avec chaque jour. T'as un truc plus hallucinant que la veille sur les deux bandes là, qui se tirent la bourre. Je te trouve un peu sévère pour ce qui concerne la gauche. Je suis d'accord que c'est pas facile, c'est pas un chemin de rose, mais malgré tout, là, ils viennent de sortir un texte dans Le Monde, les chefs de parti, pour dire on votera tous ensemble une motion de censure s'il y a un 49-3, et ils vont voter tous la proposition de la France Insoumise sur la réforme des retraites, malgré l'introduction par la France Insoumise d'une remise en cause de la réforme Touraine. J'ai souvent dit que pour moi c'était une vraie saloperie cette réforme Touraine et que je ne peux que me réjouir qu'on la remette en cause. C'est vrai que je trouve ça un peu bizarre de faire ça alors qu'on n'en a pas discuté, qu'ils n'en ont pas discuté auparavant et que tout ça, ça a été mis quand même sous le boisseau pendant des mois et des mois. Bref, mais en tout cas, la conclusion, elle est plutôt heureuse puisque tous les groupes vont voter la proposition de la France Insoumise et la motion de censure. Donc je ne trouve pas que la gauche apparaisse soit si divisé que ça. Je ne dis pas du tout que c'est un chemin de rose et puis que la France Insoumise se batte pour conserver son hégémonie dans l'espace politique. C'est tout à fait certain et que d'autres le lui contestent, c'est tout à fait vrai aussi. Mais c'est pas si mal. Mais surtout, ce que je ressens, c'est que le Rassemblement national n'est plus en mesure, de façon aussi simple, de soutenir le gouvernement Barnier qui, n'ayant pas retenu des propositions émanant de la gauche pour faire en sorte qu'il y ait davantage de justice sociale, se trouve à faire des propositions qui sont complètement ineptes et qui vont faire souffrir les gens. Des remboursements sur les soins et sur les médicaments, sur
la taxe sur l'énergie, le jour de carence, etc., etc. C'est-à-dire des choses qui vont peser sur la vie des gens et que le Rassemblement national ne voit pas pourquoi il l'endosserait. Il validerait. Ben oui, pourquoi il endosserait ce truc-là? Qu'est-ce qu'il va raconter à ses électeurs à l'arrivée? Nous, on a soutenu cette politique-là, mais alors non, mais quoi? Donc, je pense qu'il y a en effet un calcul d'opportunité d'essayer de passer avant que Marine Le Pen soit inéligible, mais je pense qu'il y a un problème plus de fond, qui est que ça devient compliqué pour le Rassemblement national de soutenir cette position-là. Donc, l'idée qu'on aille vers une motion de censure qui soit votée, le gouvernement Barnier renversé, et donc une difficulté majeure qui s'ouvre, ça me paraît hautement probable. Et j'en veux pour preuve le fait qu'on ait un déferlement sur le thème. Ce n'est pas possible parce que ça va ouvrir une crise financière en France. C'est-à-dire que là, on est sur le mode de l'intimidation. On ne peut pas, quand on ne peut plus contester le gouvernement parce qu'en fait, il est le seul détenteur de la confiance des marchés. Bon, je rappellerai juste que c'est quand même eux qui sont à la manœuvre depuis 10 ans. Enfin, en tout cas, l'idéologie d'Emmanuel Macron qui a conduit à l'ampleur des déficits que l'on connaît, à la crise industrielle que l'on connaît, sans parler des autres, agricoles, etc., etc., politique. Enfin, je veux dire, c'est quand même bien la gestion d'Emmanuel Macron. Il était quand même conseiller de François Hollande puis ministre, puis président. Ça fait 10 ans qu'il pilote la politique économique de la France. Il a ce bilan-là. Donc, nous raconter que si on ne fait pas comme il fait, comme il veut lui, ça va aller mal, je trouve ça un peu fort de café. Et là, en ce moment, c'est l'intimidation. Matin, midi et soir, tu as tout le monde sur les plateaux qui vient raconter que ça serait une catastrophe. Il y a quelques voix qui s'élèvent, notamment hier, Thomas Piketty, que j'ai entendu sur France Info, a assez bien défendu l'idée que on n'est pas du tout dans une situation dramatique. Historiquement, lui qui a une vision quand même de très longue durée sur les déficits des États depuis la Rome antique jusqu'aux États modernes, on n'est pas dans une situation exceptionnelle, qu'on arrive toujours à régler cette question et que surtout, actuellement, on emprunte à des taux qui sont extrêmement bas, c'est-à-dire on emprunte à 3%, quand l'inflation est à 2%, c'est-à-dire qu'on emprunte quasiment, l'argent est presque gratuit. Donc on n'est pas dans une situation inextricable. Donc tout ça, tous ces arguments qui sont des arguments pseudo-économiques, sont des arguments d'intimidation politique pour que le bloc central, qui n'a ni bloc ni central, mais qui a le pouvoir, continue de l'exercer dans le sens de la politique qu'ils ont menée. Ça ne peut pas durer comme ça. Ça ne peut plus continuer ainsi. Je te pose une dernière question. S'il y a une motion de censure qui est votée et que le gouvernement tombe, qu'est-ce que tu penses que sera ou qu'est-ce que tu penses que doit être la réaction de la gauche, la proposition de la gauche? Est-ce qu'on va repartir exactement comme au mois de juillet en disant Lucie Castet Première ministre, Lucie Castet Première ministre, ce qu'on a fait pendant 1 mois et demi jusqu'à la nomination de Barnier? C'est vrai que ça a été la position de la gauche qui a été de dire on a un programme qui est celui du Nouveau Front Populaire et on a une candidate qui est Lucie Castet. Là, je pense qu'on est 4 mois après, et la gauche a montré, notamment dans ce débat sur le budget, qu'elle était capable de rassembler des majorités sur un certain nombre de propositions. Donc je pense que sa proposition ne doit pas être stricto tout le programme du Nouveau Front Populaire, rien que le programme du Nouveau Front Populaire et je sais pas quoi, mais quelles sont les mesures que l'on peut prendre de façon urgente pour stabiliser la situation et pour nous remettre en état de définir un projet commun. Parce que quand je dis ça ne peut plus continuer, c'est-à-dire qu'en fait, l'étouffoir qu'on est en train de mettre sur l'espace politique pour dire il ne faut pas renverser le gouvernement Barnier parce que sans ça, c'est les marchés financiers qui vont nous casser la gueule. Il faut être capable de dire qu'est-ce qu'il faut faire pour remettre la France sur ses pieds. Parce que c'est vrai que ça ne va pas. C'est vrai que ça ne va pas dans de très nombreux domaines. Donc, moi, je l'ai dit la dernière fois, je le redis cette fois, je trouve que la position de la CGT, qui est celle de dire un moratoire, c'est-à-dire on prend le temps de se poser et d'élaborer des projets, moi, je pense que c'est la bonne position. Et ce n'est pas seulement vrai pour l'avenir de certaines entreprises ou de certaines filières industrielles. C'est en gros, je pense que c'est à peu près là que nous sommes en France, c'est qu'est-ce que nous voulons
reconstruire ensemble. Il faut donc ce temps de la démocratie, ce temps du débat politique, avec des mesures de justice fiscale qui permettent de passer les 6 prochains mois. C'est parti. Ça va? À la semaine prochaine. Ciao, ciao. On a conclu vite là, c'était bien. Oui, mais c'était bien.